Alors, on a Karim qui vient d'arriver. Salut Karim. Merci d'avoir demandé à monter. Merci de ce courage-là, parce que c'est pas forcément facile d'être le premier, surtout sur un exercice qui est pas très habituel. Et donc, du coup, n'hésite pas à prendre la parole. Russell, est-ce que ça te va si je te laisse commencer ou tu préfères que j'attaque? Non, 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 c'est ton space, donc je sais ce que Bon, c'est. bah, Euh, Moi, honneur à toi. ok, Et moi, je veux bien commencer. donc, salut Karim. Euh, Tu peux appuyer sur ton petite icône de micro pour désactiver, enfin pour te démute et pouvoir parler. Bienvenue à toi. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Moi, j'étais surtout intéressé par savoir, écouter le débat se lancer avant d'intervenir. Et je tenais surtout à saluer Loni, avec qui effectivement on a déjà eu de nombreux débats sur de nombreux sujets. Ok, mais Ah, ok. Karim, est-ce que pour le coup, tu veux pas essayer autre chose que la forme du débat? J'ai pas compris, est-ce que tu pourrais répéter? Je dis, puisque visiblement, tu aimes beaucoup la forme du débat et tu aimes écouter et participer au débat. Là, dans le cadre d'un entretien épistémique, c'est pas un débat, c'est un petit voyage qu'on fait à deux pour essayer de comprendre ce que tu penses. Est-ce que ça t'intéresserait de tenter l'aventure avec moi? Eh bien, allons-y, je pensais aller manger, mais je me prête avec grand plaisir au jeu. Alors, ça dure environ un quart d'heure. Est-ce que ça va pas mettre ta santé en danger? Est-ce que tu peux tenir le quart d'heure sans manger? Parce que moi, j'ai mangé pour le coup. J'ai des bonbons, j'ai beaucoup de sucre, donc je devrais pas disparaître. D'accord. Bon, déjà, moi, ma première question, parce que tu vas voir que je vais souvent reformuler et te poser des questions, mais ma première question qui est la plus importante, c'est comment vas-tu? Ah, moi, je me sens physiquement un peu difficile, mais mentalement très bien. Ah, bon, bah écoute, j'espère que physiquement ça va s'améliorer et que psychologiquement ça va se maintenir. T'as compris le concept là pendant un quart d'heure? Moi, je vais te poser des questions, je vais reformuler et puis on va essayer de voir bah, jusqu'où nous amène cette petite aventure au pays des idées. Je suis un fan de maïeutique, sache-le, donc c'est avec grand plaisir que je m'y prête. Ah, Socrate, notre maître à penser. Euh, C'est ça. Du coup, toi, est-ce que tu as une position sur cette question, faut-il respecter les croyances, les religions ou toute autre forme de croyance, hein, pas forcément les religions? Alors, je dirais, pour prendre les clichés un peu français sur la laïcité, très généralement et pas juridiquement, je dirais que je suis assez proche de la position française, mais en même temps, je suis un petit peu éloigné parce que j'ai l'impression que cette forme de laïcité peut avoir tendance à mener à l'intolérance, en fait, de la différence. D'accord. Et quand tu parles de laïcité à la française, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu entends particulièrement par laïcité à la française plutôt que laïcité à l'américaine ou autre pays? Eh bien, c'est une laïcité où on essaye c'est ma vision des choses, hein, Mhm. où on essaye de gommer dans l'espace public, étatique, toute forme de religieuse, de forme religieuse qui au final n'a qu'une vingtaine d'années, cette position que je pense assez extrême. Et donc, en fait, on essaye de gommer les expressions individuelles d'appartenance à une communauté. D'accord. Donc toi, pour toi, la laïcité française, elle marque son intolérance parce qu'elle a tendance depuis peu, donc depuis 20 ans, à gommer les expressions religieuses de l'individu, du citoyen, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. Et ça, pour toi, c'est quelque chose qui est en accord avec la laïcité ou en désaccord avec la laïcité? Alors, ça serait bien difficile de résumer toutes les formes de laïcité qui existent à travers le monde.
Il y en a beaucoup. Je suis suisse moi-même et il y a une autre forme de voir la laïcité en Suisse. Mhm. Mais je pense que la forme française de voir d'approcher la laïcité a quelque part de l'intolérance, oui. D'accord. Et comment tu peux, comment tu pourrais m'expliquer que par rapport à la Suisse, qui est différente, la France provoque une certaine forme d'intolérance par sa laïcité? C'est une très, 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 très bonne question. Je pense qu'on intellectualise beaucoup l'émotion en France, c'est la culture française, et qu'on se méfie de tout type d'émotion qui sort un petit peu de la norme. Donc on essaye de faire rentrer dans ce cadre normatif tout ce qui dépasse, tout ce qui est différent. Mhm. Ok. Donc pour toi, contrairement à la Suisse, la France euh, subit un peu trop d'émotions et ces émotions sont provoquées par la différence et on essaye de gommer les différences, c'est ça? Je dirais qu'au contraire, on essaye de contrôler à tout prix ces émotions et on laisse beaucoup peu d'espace en fait à l'individualité. Ok. Donc dans l'espace français, est-ce qu'on retrouve exactement la même forme d'intolérance face à l'individualité ou est-ce que cette forme d'intolérance face aux individualités ne vont viser que les mouvements de croyance? Non, ça va au-delà des mouvements de croyance. Je pense que la France est une version un petit peu plus extrême que les versions européennes. Moi, je ne vais pas défendre les versions laïques suisses. C'est aussi un État qui pousse à la normalisation de manière très, très forte. Mhm. Donc moi j'ai un problème en général en fait avec la laïcité telle qu'elle a été implantée à travers l'histoire dans les pays européens. Mais ça va bien au-delà de simplement la religion. Je pense qu'on parle beaucoup de religion depuis une quarantaine, 50 années en raison des immigrations massives qui arrivent en Europe et qu'on ne sait pas exactement très bien comment gérer les cultures qu'on a décidé qu'on pouvait avoir et ces nouvelles cultures qui arrivent et qui sont différentes. Donc on a un déséquilibre et on ne sait pas très bien dans quelle direction aller aujourd'hui. Ok, ok, c'est intéressant. Euh, concernant cette histoire, parce que moi j'ai un petit peu de mal pour le moment à faire le lien entre laïcité et normalisation forcée. Est-ce que pour toi, la laïcité est un outil pour bloquer la visibilité de l'individualité, donc normaliser les gens, ou est-ce que c'est parce qu'on souhaite normaliser tout le monde que ben, la laïcité ou toute autre chose s'inscrit dans ce modèle? Oui, je crois que la laïcité s'inscrit en fait dans un modèle très normatif qui est l'État-nation européen. La laïcité permet de normaliser les attentes vis-à-vis de la majorité des citoyens sur la question religieuse. Mais au-delà de la religion, il y a tout l'aspect culturel qui tend à chercher de normaliser les choses. Mhm. Quand tu dis normaliser, est-ce que par exemple une société ultra normalisée pourrait être le Japon par exemple où tout le monde marche du même pas l'un derrière l'autre sans une tête qui dépasse? Alors, c'est une vision un petit peu caricaturale du Japon, mais oui, je comprends très bien l'idée. Effectivement, c'est vraiment de vouloir faire coïncider chaque individu avec une sorte de consensus inventé par une société X ou Y, oui. Ok. Et ça, c'est quelque chose selon toi, puisque tu as dit tout à l'heure que ça fait 20 ans à peu près qu'il y a eu une accélération de ce mouvement-là. Jusqu'à il y a 20 ans, c'était plutôt l'inverse en France ou ou c'était déjà le cas?
Alors, je dirais que la question, elle se pose dans le cas français au moins depuis les années 70. On pouvait même entendre dire des phrases aujourd'hui qui paraîtraient folles dans la bouche de Mitterrand, qui nous paraîtraient racistes. Mais je pense que, si je me trompe pas, c'était en 2002 qu'est arrivée cette loi sur les signes ostentatoires religieux. Je crois qu'il y a eu, à partir de cette date-là, oui, une accélération, en fait, de la volonté uniformisatrice sur le plan de la laïcité. Est-ce que tu considérerais que cette loi de 2002 a été le déclencheur de cette normalisation? Non, certainement pas. Il y a jamais un début unique. Ça s'inscrit dans le contexte plus vaste que je décrivais, des migrations de masse qui ont commencé quand même depuis les années 60, 70. Ok. Alors, est-ce que je dois comprendre qu'en fait, aujourd'hui, pour avoir une politique de normalisation, pour essayer peut-être d'invisibiliser certaines cultures qui seraient dues à l'immigration, on va se servir de la laïcité pour niveler tout le monde? Oui, 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 tout à fait. D'accord. Ok. Donc, du coup, la laïcité française, est-ce qu'elle est intolérante ou est-ce que c'est plutôt la politique vis-à-vis des flux migratoires qui serait intolérante? Alors, si je dois répondre comme ça de toute go, parce que c'est une question assez profonde, je pense que elle se met au service d'un projet normalisant que je ne juge pas en tant que tel, mais tout projet normalisant a une part d'intolérance vis-à-vis de la différence. C'est mécanique. Si on ne va pas dire à quelqu'un tu te comportes mal en lui expliquant que ce n'est pas les règles du pays, on ne va pas réussir à changer son comportement. Donc l'intolérance, je pense qu'elle est consubstantielle à cette volonté d'uniformisation. Ok. Et de dire à quelqu'un ou à un groupe de personnes que dans la société française, pour le coup, puisqu'on est en France, il y a des règles à suivre, notamment en matière de non-expression de sa religiosité dans l'espace public ou dans l'espace privé, enfin, dans l'espace comme l'école ou l'administration. Est-ce que c'est plutôt une bonne chose de lui expliquer ou c'est plutôt une mauvaise chose de lui expliquer? Alors, j'essaye de juger aussi peu que je le puisse. Ça m'est totalement impossible, mais j'essaye. Je pense que c'est nécessaire, on va dire, dans toute forme de communauté, de décider quelles sont les valeurs de cette communauté. Simplement, plus la communauté est grande, plus ces règles se font imposantes et nombreuses. Parce que voilà, chaque individu a sa propre manière d'être, sa propre manière de s'exprimer. Et je crois qu'une société de quasiment 70 millions d'habitants a beaucoup plus de règles, par exemple, que l'endroit où je vis, à savoir un village amazonien de 60 000 habitants. Ok, ok, c'est intéressant. Écoute, on arrive au terme de notre discussion. Alors, je ne sais pas si John, j'ai encore un petit peu de temps parce que je trouve ça, Oui, oui, oui. T'as du temps si tu veux. j'ai du temps. Bah, super, je suis bien content parce que c'est très intéressant ce que tu me dis. Euh, je vais essayer de reprendre sur ton affirmation de départ, de dire que la laïcité à la française vient marquer une certaine forme d'intolérance. Mais si je dois rapporter ça à ce que tu viens de me dire, et peut-être que j'ai pas très bien compris hein, ton dernier propos, le fait qu'une société de plusieurs millions de personnes essaye d'imposer à des minorités la façon dont elle a décidé de gérer son pays, du coup, est-ce que la laïcité mise en avant devient quelque chose de normal ou ça reste quelque chose qui relève de l'intolérance?
Alors, j'aime pas utiliser le mot normal. Je le vois comme C'est un moi, pardon. outil. Pardon, c'est ma faute. Pardon. La question est de savoir si cet outil est utile pour rendre les gens heureux ou pas. C'est la seule question que je me pose toujours. Et j'ai pas l'impression, en tout cas vu depuis mon village amazonien, que ça marche très bien. C'est depuis ces 20-30 dernières années. J'ai pas l'impression que c'est une laïcité heureuse. J'ai vu depuis l'Afrique autrefois, depuis l'Amérique latine aujourd'hui, ce que je vois se développer en France. Je vois pas de laïcité heureuse. Or, tout outil politique devrait promouvoir le bonheur de ces individus. Après tout, c'est pour ça que l'on vit ensemble. Et moi, je vois aujourd'hui plutôt la France au bord de la guerre civile, j'exagère un petit peu, autour de ces questions du vivre ensemble. Et j'ai pas l'impression que la laïcité telle qu'elle est aujourd'hui vécue et légiférée en France permette aux individus de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble. Ok, c'est très, très intéressant. Donc, en gros, si j'essaie de résumer un peu le fond de cette discussion, c'est que c'est la laïcité prônée comme elle l'est aujourd'hui en France provoque un sentiment d'intolérance qui ne favorise pas l'épanouissement des personnes religieuses et qui ne fait pas du tout la promotion du vivre ensemble, c'est ça? C'est ça, oui. C'est mon humble impression. Et du coup, est-ce que ça permet quand même à l'ensemble de ces religions de cohabiter sur le même territoire? Alors, c'est difficile de le dire aujourd'hui. Je pense qu'on le verra avec le temps parce que on est mis en face de nouvelles problématiques. L'Europe n'a jamais connu ces migrations de masse. Enfin, pas depuis, en tout cas, les conquêtes arabes. C'est difficile de dire en l'espace de 30 ans, est-ce qu'on y parvient ou pas. Mais vu l'opposition de tous les différents groupes communautaires en France, j'ai pas l'impression qu'ils se sentent respectés, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans ou même les scientologues aujourd'hui pour faire un lien avec les JO. J'ai pas l'impression ils se reconnaissent dans cette forme de laïcité. Oui, c'est vrai que la France a aujourd'hui, enfin, a depuis 200 ans eu cette particularité d'avoir un esprit très critique et des positions très critiques sur les religions et que la laïcité et comment la liberté d'expression permet cela. Donc forcément, ces communautés vont se sentir perpétuellement brimées. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait, tout à fait. Est-ce que... Pour prendre un exemple très rapide, pour parler du Togo, par exemple, qui est un pays que je connais assez bien, Mhm. euh, il n'y a pas du tout, et ils ne comprennent absolument pas la laïcité à la française, hein, que ça soit très clair, mais il n'y a pas cet aspect normatif constant qu'on peut ressentir en Europe. C'est-à-dire on accepte la religion des autres personnes, presque tout le monde est religieux au Togo, que ce soit musulman ou chrétien, mais il n'y a pas cette interrogation constante de savoir mais quelle religion tu as, contente-toi de faire comme l'a décidé l'État et tais-toi. Il y a simplement une acceptation du vivre ensemble et de la différence, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide. Alors maintenant, je ne veux pas dire que le Togo est le paradis sur Terre, mais beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, malgré les problèmes de terrorisme assez sérieux qu'ils ont, me semble avoir un équilibre sur ce point-là bien précis de la tolérance religieuse qui est assez intéressant. Et au Togo, puisque vraisemblablement tu connais assez bien, tu me dis que la grande majorité des gens sont religieux. Du coup, est-ce que la communauté des athées ou des apostats ou des agnostiques
est tout autant respecté que les autres communautés? Alors, pour parler de mon cas personnel, parce que des athées, j'en ai pas beaucoup connu au Togo, ça mériterait de faire une étude. Mais dans mon cas personnel, j'étais totalement accepté. Hmm. Et on me voyait simplement comme l'Européen blanc qui, de toute façon, croyait en rien. Ok, ok. Bon, bah, on arrive à la fin de notre entretien. On s'est beaucoup éloigné du sujet, mais en même temps, c'était très rattaché. Mais c'est pas grave. Dans l'entretien épistémique, c'est absolument pas grave, puisque moi, j'étais ravi, en tout cas, de pouvoir discuter et d'entendre tout ce que tu m'as apporté, parce que c'était très riche. Et alors, tu vois, je ne connais absolument pas l'Afrique subsaharienne et tout ça. Et c'était aussi très intéressant pour moi d'avoir la vision d'une personne qui ne vit pas en France, d'un regard extérieur, parce que c'est vrai que nous sommes en France et nous le voyons de notre petit nombril. En tout cas, je t'en remercie beaucoup, vraiment, sincèrement. Euh, alors, j'ai pas de questions à porter, j'en aurais peut-être une dernière, mais c'est pas forcément une question qui va apporter réponse tout de suite. C'était de savoir quels sont les risques au Togo de quelqu'un qui se met à critiquer ouvertement la religion. Est-ce qu'il risque quelque chose ou est-ce qu'il risque rien? Tout d'abord, c'est moi qui te remercie pour cette discussion passionnante parce qu'au final, elle permet de cristalliser certaines de mes idées un peu éparses. Euh, Au Togo, le grand risque, c'est pas le blasphème de la religion, mais c'est plutôt le blasphème du président. Euh, disons que je dirais pas qu'on peut dire n'importe quoi sur la religion au Togo. Il y a quand même un certain nombre de normes. Mais simplement, je pense qu'il y a comme une sorte d'autocensure assez naturelle. Et comme chez les Togolais, moi je travaille dans les droits humains. Comme chez les Togolais qui travaillent dans les droits humains, c'est pas leur priorité, les questions religieuses. Il n'y a pas vraiment d'opposition sur ce point-là. Par contre, sur les questions politiques, il y en a une vraie. Simplement, ils aimeraient avoir une démocratie, un peu comme tous les peuples de la Terre, et on les empêche d'avoir accès à une démocratie. Donc, c'est plutôt là le problème de blasphématoire. On ne remet pas en question le président Nyan Simbe, qui est là à la suite de son père. Ok, on peut dire j'aime pas Jésus, mais on peut pas dire j'aime pas le président, si j'ai bien compris. Ouais, disons que assez naturellement, il n'y a personne qui va dire j'aime pas Jésus. Il y a comme une espèce, je ne sais pas si c'est une autocensure parce qu'il y aurait déjà un jugement de ma part, mais naturellement, on voit pas le besoin en fait Mhm. de dire merde à Dieu simplement parce que chacun peut faire un petit peu ce qu'il a envie de faire. Et si moi j'ai quitté l'Europe il y a bien longtemps, c'est parce que j'avais cette sensation de normalisation constante, justement, où on me disait quoi faire à tout moment de ma vie. Et je vois encore une fois, dans la laïcité, une branche de cette expression qui dit aux membres de la population comment ils doivent se comporter. Ok, bah écoute, franchement, je te remercie beaucoup pour cette discussion. Avant peut-être que John, lui, ait une vraie question à porter, moi, je vais te poser une autre question qui nous importe le plus, c'est à savoir comment tu t'es senti lors de cet entretien. Merveilleusement bien, écouté, pouvant développer ma pensée au-delà de 280 caractères sur Twitter. Ah bah écoute, alors, je suis ravi, c'est que j'ai pas été trop mauvais. Bon, j'aurais pu faire mieux, mais c'était tellement passionnant que j'avais plus envie d'écouter vraiment tout ce que tu me racontais que voilà. Et puis c'est pas grave si on était un peu plus loin du sujet, mais mine de rien, on y est retourné. En tout cas, je te remercie, je suis ravi de cette discussion et je te souhaite une bonne soirée. Et je vais passer la parole à John. Merci beaucoup, Russell. Ouais. Merci, merci Karim d'être monté et de t'être prêté au jeu. C'est vrai que ça paraît, c'est pas très habituel, mais je suis content que ce soit bien passé pour toi. C'était vraiment intéressant, euh, bien développé. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Alors, j'ai pas de questions à emporter.
pour toi. Et j'en profite pour expliquer un petit peu parce que c'est un concept qu'on a aujourd'hui. Nous, on en parle comme si c'était évident, mais c'est en fait pas quelque chose pour les auditeurs qui sont là. C'est pas forcément quelque chose de très classique. En fait, ce qui se passe, c'est que bah, voilà, les entretiens épistémiques, c'est des choses où, voilà, comme vous avez pu le voir, on pose des questions, on s'intéresse à la vie des gens. Et de temps en temps, en fin d'entretien, on se propose de faire une question qu'on appelle question à emporter, comme au drive d'un fast-food, dans laquelle en fait c'est une question qui nous vient pour conclure l'entretien et pour laquelle on se propose de réfléchir chacun de son côté, de méditer le lendemain, le surlendemain, un mois après, etc. Donc là, bon là j'en ai pas, mais ça peut arriver qu'on fasse ça. Et donc ce sont des questions qui n'appellent pas de réponse immédiate.